a commencé? Oui, c'est bon, ça marche. D'accord. Oui, ça marche. J'ai regardé la vidéo. Je pensais que l'auteur est très bonne. Avant, je pensais qu'elle est française, mais non, elle est marocaine. C'était une surprise pour moi à cause de ça. Elle est franco-marocaine. Ouais, mais c'était une nouvelle parce que je pensais qu'elle est vraiment française. Alors, c'était une nouvelle pour moi, une surprise. La vidéo, c'est très bonne. J'ai regardé 2, 3 fois. Je pense que l'exercice, ça marche. Je réussis à répondre. Mais manque seulement l'autre, d'accord? La partie de livre parce que je suis très indécise. Je veux répondre à numéro 1, mais en même temps, je veux répondre à numéro 3. Alors, c'est difficile comme ça. Mais là, sur la question de ces exercices-là, je pense que ça marche, c'est bien. C'est un peu difficile parce que demande, faites attention sur ce qu'elle parle. D'accord? Parce qu'elle parle très rapide. Tu dois faire attention avec ce qu'elle parle. Mais ça marche. C'est difficile, mais en même temps, c'est très intéressant l'interview d'elle parce qu'elle a dit plusieurs choses. Elle a dit une chose que j'ai oublié le mot spécifique, mais elle a dit qu'elle veut faire ça. Commencer le livre au dernier. Mais elle veut commencer ça avec le bébé mort à cause qu'elle veut nous prendre. Elle falou o nome, mas je ne me souviens pas les mots spécifiques. C'est très intéressant. C'est une propose d'elle de faire ça. Elle fait ça exactement pour mentir le acteur dans la vidéo. Pour il c'est un détective, je peux dire, pour découvrir les personnages, pour essayer de découvrir l'histoire. Elle fait exactement ça à cause de ces personnages. Hein? Qui est la nounou? Qui est le groupe? On va faire ces détectives, être détective dans la lecture. C'est pour cette raison qu'elle commence avec le bébé mot. Je pensais, c'est ça, n'est-ce pas? Tu as joué avec moi. Mais c'est ça. J'adorais la vidéo. Merci. Je vais donner ma parole à Daniel. D'accord, merci. Merci pour ta participation et tes commentaires. D'abord, j'ai vu ici que Lucas a dit que c'était intéressant de voir ce que l'auteur pense de son œuvre, mais l'exercice était un peu difficile. Lucas, je voulais savoir pourquoi tu as trouvé l'exercice difficile, mais je peux te donner la parole, mais avant, je voulais juste préciser, peut-être ce n'était pas clair dans la consigne de l'exercice, dans le consigne énonciado de l'exercice. L'idée, ce n'est pas de transcrire exactement ce qu'elle a dit. Donc, vous êtes libre pour expliquer avec vos propres mots ce qu'elle a dit. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas de reproduire tel quel les mots de l'auteur. D'accord? Donc, vous êtes libre pour expliquer ce que vous avez compris selon ce qu'elle a dit. D'accord? Lucas, tu veux dire, je ne sais pas si tu as un micro, si tu veux parler, parce que tu as écrit sur le chat. Je voulais savoir pourquoi c'était difficile. Ah, d'accord. Parce que je reçois les... Ah, d'accord. OK. Donc, je vous laisse je te laisse écrire et puis je lis ici ta réponse. Donc, c'est ça. Les 4 questions, c'était comment Leila Slimani définit les faits divers au début de l'interview.
quelle est l'explication donnée par Slimani d'avoir choisi la construction de commencer le livre par la fin? La fin, évidemment ici, la fin de l'action, ouais, de l'histoire, pas du livre, parce que le livre, les débuts, c'est la scène d'ouverture. C'est dit dans l'interview que le style est quelque chose d'indéfinissable. Pourtant, comment définissez-vous le style de Slimani dans le roman Chanson douce? Ici, c'est une question personnelle, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle dit. Ouais. Mais il y a cette discussion à propos du style. Et 4, quelle est la critique sociale faite par Slimani dont les personnages Paul et Myriam sont les prototypes? Donc, voilà, et je vais fermer ça. Il y a notre deuxième activité, mais je vais la laisser ici et je vais passer à une autre chose pour l'instant. Je vais laisser ça ouvert. On profite ici. Professeur. Oui, c'est Juliane? Non, c'est Daniel? Non, c'est Daniel. Oui. Je voudrais ajouter à ce que Lorena avait dit. Cela a été très intéressant d'écouter les points de vue de l'écrivaine. Parce que quand j'ai lu les livres, je n'avais pas l'impression que les questions que vous avez posées pour qu'on choisisse une, je n'avais pas pensé sur les côtés sociaux, j'avais pensé plutôt sur les côtés d'enquêteur, d'investigation, dans le sens que on commence par la fin et le but du texte était de démontrer comment les raisons de la nourrice de faire ça aux enfants. Oui, c'est vrai, il y a les côtés sociaux aussi, qui est vraiment perceptible. Les relations et surtout la violence. Et en écoutant le reportage, pour moi, cela a été un peu dur de donner, écrire avec mes propres mots les réponses parce que c'était comme des questions vraiment posées sur ce qu'elle a dit. Donc, c'est clair, j'ai essayé de mettre mes mots, mais il y a la répétition de l'idée, même des mots qu'elle a utilisés dans l'interview. D'accord. Oui, en fait, et quand non, vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Pardon. Quand je l'ai vue pour la première fois dans une autre vidéo, c'est difficile parce que elle a, comme Lorena a dit, elle est super mignonne, elle est belle, elle est petite. On n'imagine pas qu'une personne comme elle peut écrire d'une façon si dure, si féroce, comme elle avait s'expliqué. Parce que c'était. On n'a pas on peut voir, on peut faire. On peut imaginer les actions et les contextes, les contextes de l'assassinat. On imagine. Il y a eu un film basé sur les romans. Oui. Et quand on voit la bande-annonce, c'était exactement la vision qu'on a de la nourrice. Donc, j'ai resté surtout sur les côtés psychologiques, mais je n'ai pas fait
je veux dire, pendant la lecture, j'étais plutôt tournée vers les côtés psychologiques que la position, le sujet, l'interprétation du contexte social qui est très important aussi pour Leila, vu qu'elle est une immigrante. Oui. Et à mon avis, les Arabes, ils parlent en français plus beau que les Français. Mais, mais tu vois... Oui, c'est oui, juste une démarche. C'est ça. Vas-y. Ah, d'accord, pardon. Mais ce que tu dis, c'est important parce que, en fait, tu as eu, à partir de ta lecture, tu as eu, en fait, tu as relevé d'autres aspects du roman que les aspects que Leila Slimani met en relief dans l'interview, n'est-ce pas? Pour toi, c'était plus important ou plus remarquable d'autres aspects de l'œuvre que ceux qu'elle met en relief dans l'interview. Non, je voulais dire que pendant l'autre cours que nous avons parlé du roman, j'ai vu que le ton, c'était plutôt du contexte social, il n'y a pas une relation plus profonde entre la nourrice et les parents. Et je voulais dire que je me suis attachée plutôt au côté psychologique de la nourrice, que la volonté de Leila, c'était plutôt de montrer qu'on soit plus empathique dans le sens pour comprendre ce qui se passe avec un anti-héros, pas un anti-héros, mais un personnage méchant. Il n'est pas méchant parce qu'il est méchant, il est né comme ça. Il y a eu des choses qui lui sont arrivées, qui lui ont bâti comme ça. Donc, à mon avis, Leila, elle s'inquiétait plutôt pour se faire démontrer les raisons pour lesquelles Louise était comme ça, presque comme pour justifier son action. Dans notre imaginaire, on ne peut pas faire ça, même si on passe de pires choses, il faut qu'on règle, mais elle n'a pas eu de moyens pour régler ces problèmes. Donc, j'ai gardé plutôt ce côté-là en discutant, en lisant les livres, les raisons pour lesquelles Louise a fait ça avec elle et avec ses enfants, et avec les enfants de Lilian et Paul. Et j'ai trouvé intéressant l'autre côté que toi, tu avais posé dans les questions. Je suis comme Lorena, le deuxième exercice, j'ai envie de tout répondre parce que c'est vraiment une opportunité de décortiquer les textes. Ouais. Pour donner toutes les raisons, pour qu'on comprenne, les raisons pour lesquelles l'assassinat est arrivé. Ouais. Donc, le deuxième exercice, il a été conçu à partir de notre discussion pour vous faire réfléchir un peu plus sur ces aspects-là. Ouais. Et l'idée aussi, c'était d'une certaine façon de vous montrer, à partir de chaque sujet ici, ce que vous pouvez proposer comme sujet de la dissertation, ou ce que vous auriez pu proposer, parce que vous avez déjà proposé, mais vous voyez déjà que les sujets, ces sujets-là de cette deuxième activité, ils sont déjà un peu plus élaborés que les sujets que vous avez proposés. Moi, je dirais qu'ils sont presque déjà une problématique. Ils dépassent déjà la limite d'un sujet, d'un thème, d'une thématique d'analyse. Le deuxième exercice.
Du deuxième exercice, exactement. D'accord? Et le premier exercice, c'était cette idée de la voir, de connaître l'auteur. J'ai vu ici que Luca a dit que c'était un peu difficile en raison d'une nouvelle analyse de l'œuvre du point de vue de l'auteur. Mais c'était beaucoup plus intéressant de savoir ce qu'elle pense de l'œuvre. Et puis, Luca ajoute, je ne suis pas habitué à lire des écrivains vivants. Voilà. Donc, lire des écrivains vivants dans une époque médiatique comme aujourd'hui, ça fait ce genre, ça déclenche, ça génère ce genre de réflexion. Ouais. Donc, on cohabite avec les opinions de l'auteur sur son œuvre. Cela n'est pas totalement différent par rapport à des écrivains déjà morts, parce que plusieurs écrivains ont laissé des textes sur leurs œuvres aussi. Ça peut être une préface, des interviews écrites, des critiques, les journaux intimes aussi, dans lesquels ils laissaient des commentaires ou ses idées, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que nous sommes... c'est une époque médiatique ou hyper médiatique. Donc, si on tape Leila Slimani sur YouTube, on va retrouver des centaines d'interviews. Et donc, par rapport à ce que Daniel a dit aussi, au moins par rapport à ce que j'ai compris, c'est important aussi de comprendre que Leila Slimani, peut-être, elle a une vision plutôt sociale et elle voulait faire cette dénonce sociale. Par contre, en tant que lecteur, nous sommes libres pour étudier ce qu'on veut et pour construire l'interprétation qu'on veut. D'accord? Donc, là, on parle de domaines, d'instances différentes, parce que l'auteur peut parler de sa poétique en tant que règle, en tant que, comment je veux dire, en tant que stratégie de construction du texte, du roman. Ça, c'est sa poétique. Et nous, de notre côté, en tant que lecteurs, nous sommes libres pour comprendre, pour analyser, pour interpréter l'œuvre différemment. On peut être d'accord avec elle, mais on peut aussi avoir une opinion différente. D'accord? Par exemple, si elle a voulu créer un certain effet, en commençant par la scène de l'assassinat, c'est possible de faire une interprétation et dire que ce n'est pas le cas parce que ce genre de stratégie aujourd'hui est assez courant. Mais on pourrait dire qu'elle a perdu un peu la force du texte quand elle nous a, on va dire, quand elle a gaspillé, quand elle a dépensé l'élément surprise que cette scène aurait à la fin du texte. C'est possible. On peut mettre en question le choix de l'auteur de commencer cette scène. Ah oui. Par contre, il faut faire attention parce que la critique ou l'analyse, nous avons, c'est important de dire aussi que on peut faire la critique et dire que la stratégie de commencer par l'assassinat n'a pas été une bonne idée, où on confirme que c'était une bonne idée. Ça, c'était le côté de la critique. Mais si on est du côté de l'analyse de l'œuvre, il faut essayer d'abord de comprendre l'œuvre telle comme elle est,
Donc, commençons par la scène de l'assassinat et arrivons à la fin avec l'enquête de la commissaire de police. D'accord? Donc, c'est important aussi de faire cette distinction entre l'opinion de l'auteur, qui est encore vivante, notre opinion en tant que lecteur, une critique qui est plutôt au niveau du goût, mais un goût, je vais dire, élargi. Ce n'est pas seulement oui, j'aime, je n'aime pas, non, mais c'est quelque chose de plus élaboré, de ces jugements esthétiques qu'il faut élaborer un peu plus, ou du domaine de l'analyse, comme je vous ai proposé plus ou moins avec ces 4 questions-là. D'accord? Est-ce que quelqu'un veut encore parler, veut dire quelque chose? Parce que je voulais partir Oui. D'accord, parce que je vais vous apporter ici 2 textes pour discuter quelques éléments aussi. Vas-y. Ok, c'est rapidement. J'ai déjà vu la vidéo et compris ce qu'elle a dit. Je n'aimais pas vraiment la façon dont elle écrivait parce que le suspense qu'elle essayait de créer n'est pas clair. N'était pas clair. Je pense que les indices étaient faillibles. Les contextes que l'actrice voulait aborder n'est pas clair. Pendant tout ce temps, je voulais juste découvrir la véritable intention de l'assassinat. Et je n'ai pas compris son intention avant de voir l'interview. Mais aujourd'hui, cet après-midi, je répondrai 2 questions. D'accord. Okay. Non, ouais, d'accord, c'est pas grave, mais je vais vous donner jusqu'à vendredi soir, d'accord? Je vais vous donner encore jeudi et vendredi pour finir cette activité. Parce que surtout, la deuxième activité, elle demande un peu plus d'élaboration. Ah oui, ouais. Merci. Ouais. D'accord. Prof, c'est Anna. Je voulais ajouter quelque chose. Juste une minute pour commenter ce que Fernanda a dit. En fait, Fernanda, moi je dirais qu'elle revisite la tradition du roman policier, mais son roman n'est pas un roman policier traditionnel. Raison pour laquelle on n'arrive pas à découvrir ou à comprendre les raisons pour lesquelles Louise a agi comme elle l'a fait. Par contre, je peux profiter de ce que Daniel a dit tout à l'heure. D'une certaine façon, c'est plus ou moins clair qu'elle souffre d'une maladie mentale quelconque. Et elle est dans la souffrance mentale. Pour plusieurs raisons, les dettes, les problèmes économiques, la mauvaise relation avec sa fille, l'exploitation du travail, d'une certaine façon aussi, je dirais pas la déception amoureuse, parce qu'elle n'est pas vraiment déçue, mais peut-être les manques des vies amoureuses. Elle n'a pas de vie amoureuse. Elle a un rapport avec un garçon à un moment donné. Il y a une certaine sensualité quand ils sont en Grèce entre elle et Paul, mais c'est plutôt au niveau de la sensualité, c'est pas vraiment la construction d'un rapport amoureux. Donc moi je dirais que du côté amoureux, elle est absente, elle est dans l'absence des vies amoureuses. Donc, oui. D'une certaine façon, cette souffrance ou cet état souffrant,
on va dire, ont mené à cette action atroce. Ouais, je ne sais pas. Oui, peut-être, je ne sais pas aussi. Ouais. Mais ce que je voulais dire, en fait, parce que je fais un long détour, et quand je disais que elle dialogue avec la tradition du roman policier, mais ce n'est pas un roman policier traditionnel. D'une certaine façon, c'est un roman contemporain qui ne nous donne pas toutes les réponses. Donc, en tant que lecteur, on laisse plus ou moins dans un terrain vague où il faut qu'on se situe tout seul. C'est à nous de chercher les réponses pour compléter ce qui reste vide dans les romans. Tu vois? Oui. Oui, ouais. C'est étrange, mais oui. Oui, c'est ce genre de littérature qui ne nous apporte pas des réponses. Elle nous apporte plutôt des questions. Voilà, parce que on ne sait pas encore, je ne sais pas si on aura un deuxième tome. Daniel, Daniel, ta voix est encore loin. Ah oui? Oui. Ça a amélioré? Oui, ça va. Parce qu'on ne sait pas encore les vraies raisons pour que Louise a tué des enfants. On ne sait pas. On voit on a un tableau, on peut faire un profil, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? C'était juste l'effet, parce que quand elle a trouvé la carcasse du poulet jetée à la poubelle et qu'elle a nettoyé au lave-vaisselle, on ne sait pas si c'est ça qui a déclenché toute cette irritation-là, mais ce n'est pas non plus une raison pour qu'elle tue les enfants. Et on finit le livre avec la policière qui cherche encore les raisons, qui attend qu'elle découvre sa santé pour nous donner les raisons. Ouais. Mais tu vois, Daniel, d'une certaine façon, la commissaire, elle est la métaphore du lecteur. Oui. Ouais. Oui. C'est-à-dire que, en tant que lecteur, on reste dans la même position que la commissaire de police qui enquête, mais qui n'a pas toutes les réponses. Oui. Et si l'idée, c'était de nous donner des réponses, le livre finirait un peu plus tard avec Louise, avec ses forces recouvertes et tout ça, et capable de dire quelque chose ou de rester en silence. Ouais. Et donc, les romans, ils finissent un peu plus avant cette réponse, cette résolution, justement pour laisser ça ouvert. C'est la condition d'incomplétude du lecteur contemporain, d'une certaine façon. Est-ce que tu as regardé les films? Non, je n'ai pas regardé. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé, parce que j'aimerais savoir si dans les films, on va finir de la même façon que dans les livres. Ah, d'accord. Parce que c'est agaçant quand même. Oui. On veut faire de la justice. Oui. Mais vous voyez que, comme je disais, que la commissaire de police est la métaphore du lecteur. C'est une réflexion intéressante à faire qui me vient à l'esprit maintenant en pensant avec vous. Imaginez que, parce que l'inspiration du roman, c'est le fait divers. Donc,
c'est quelque chose qui s'est vraiment passé et qui a été expliqué dans des reportages des journaux. Imaginez que, en tant que lecteur de journaux, on a appris la nouvelle, l'événement du meurtre. On a lu un reportage et ces reportages, pendant ces reportages, on a su tout simplement qu'elle était dans le coma, par exemple. Et puis, on n'a pas lu la suite. On n'a pas, par exemple, je vous donne un exemple concret. Dites-moi une chose, parce qu'on a allumé les ventilateurs ici. La qualité du son est pire. Vous entendez des bruits ou ça va? Ça va. Comment vous Ça va. Ça va, d'accord. D'accord. Donc, je laisse le ventilateur allumé ici. Je vous donne un exemple concret. Souvenez-vous du cas du gardien de but de Flamengo, Bruno, o goleiro Bruno. Vous vous souvenez tous? Voilà. Le cas du gardien de but Bruno, c'est un fait divers de la même proportion, plus ou moins, que celle qui a inspiré le roman Chanson douce. Moi, à l'époque, je suivis toute l'affaire Bruno. Dès le début, que Elisa Samúdio était disparue, jusqu'à l'accusation et jusqu'au moment où il est parti en prison. Donc, le parallèle que je fais, c'est on peut prendre connaissance d'un fait divers dans un journal, mais on ne suit pas l'affaire jusqu'à la fin. C'est plus ou moins ce qui nous arrive avec les romans. Nous avons suivi l'enquête jusqu'au moment où la commissaire avait encore ses questions et Louise était dans le coma. Et nous avons arrêté, parce que le livre est fini, donc nous avons arrêté de suivre ce fait divers comme on aurait pu faire dans un journal. Ça va, vous êtes d'accord avec ce parallèle? Je crois que ça marche, non? Oui, je suis d'accord. C'est Lorena. D'accord. Oui, j'ai vu ici... Oui, ça va. D'accord. Lucas, j'ai déjà vu. Juliane ne peut pas activer le micro parce qu'elle est au travail. Juliane, moi, je pense que c'est une sorte de crime passionnel, mais je ne sais pas. Passionnel dans le sens, on va dire, cordial, ouais, d'agir avec les émotions, les passions dans ce sens. Pas dans le sens où Louise était amoureuse de Paul. C'est ça, Juliane? Oui, parce que moi, j'ai l'impression que la nounou, elle tue les enfants parce qu'elle ne peut pas, elle est incapable de vivre sans les enfants. Mm-hmm. Oui, ouais, tu as bien rappelé l'idée qu'elle est inquiète et elle essaye de faire en sorte que Myriam tombe enceinte encore une fois, pour qu'elle ait une raison de rester dans les... Oui, elle fait ça aussi. Peut-être c'est une question par rapport à la vivre autrement. Elle veut vraiment rester dans cette famille. Oui. Oui. Comme on parlait tout à l'heure de l'interview et de l'inspiration de Leila Slimani, dans le texte que je vais vous montrer maintenant,
elle laisse clair qu'elle s'est inspirée de ce fait divers, mais pour la construction de personnages, c'est son imagination. Donc, les raisons pour lesquelles Louise a tué les enfants n'a rien à voir avec le fait divers qu'elle a su, qu'elle a pris connaissance dans les journaux. D'accord? Donc, la construction des personnages, l'ambiance dans Paris, tout ça, c'est vraiment de la fiction. Cela n'est pas la reproduction du fait divers. Le fait divers, c'est juste, si je peux dire, les motifs, ce qui déclenche tout le récit. Et je vois ici Juliane, Luciane, ok, parce que mon portable ne fait pas la mise à jour des messages facilement. Donc, je reviens ici et je vais changer le partage d'écran. 2 secondes. Je vais vous montrer d'abord un texte. Il va apparaître, oui, sur vos écrans. Ici, nous avons, c'est un texte, vous voyez ici à côté, pardon, cette bande ici à côté, rouge, les cahiers, pardon, les carnets culturels, et nous avons, c'est un texte de critique dont les titres, c'est La venimeuse chanson douce de Leila Slimani, et l'auteur de cette critique, c'est Suzanne Gervais, et on voit ici tout en bas, je zoome, journaliste pour la lettre du musicien, beaux-arts et études. 2 secondes parce que j'ai reçu... pardon, Daniel, ce fait divers est comme une muse. Non, non. En fait, moi, je préfère ne pas parler des muses parce que l'idée des muses, elle nous apporte l'idée d'inspiration. Et ce genre de texte est d'une certaine façon loin de cette idée d'inspiration. C'est plutôt l'idée de travail. Et on verra ici, je vous montre déjà, c'est une petite publication, comment j'écris avec Leila Slimani. C'est une publication, le monsieur qui fait ce genre de publication, il interviewe plusieurs écrivains, en fait. Et ici, nous avons cette conversation, cette interview avec Leila Slimani, dans laquelle il lui pose plusieurs questions sur ses romans et sur son travail en tant qu'écrivaine. Mais je reviens au texte précédent ici, cette critique journalistique. Et vous voyez, c'est un texte court de 2 pages. J'obéis. Il est bavard aujourd'hui. C'est un texte court de 2 pages dans lequel cette journaliste, ça c'est propre de la critique journalistique. Pour ceux qui sont là, je crois que Juliane a fait la critique littéraire avec moi, si je ne me trompe pas. Daniel, non, c'était juste Panorama, si je ne me trompe pas. Mais nous avons, dans la naissance de la critique littéraire au XIXe siècle, cette branche de la critique journalistique.
Et le texte de la critique journalistique, ils sont un peu différents de la critique académique ou de la critique universitaire, on va dire, parce que c'est un texte plus communicatif, plus court, plus direct, quoi d'autre, et plus essentiel. Et il a le but d'analyser l'œuvre. Il va pointer, il va relever quelques aspects de l'œuvre, mais sans développer trop systématiquement. Donc, ici, je vais souligner quelques parties pour lire et discuter avec vous. Donc, par exemple, elle dit, Suzanne, elle dit ici, je remonte le texte, voilà. Leila Slimani l'a compris, les nounous sont des personnages au potentiel romanesque incontestable. Ça, c'est intéressant parce que dans cette discussion ici, nous avons tout un roman construit à partir d'une figure, d'un personnage, la nounou, qui est un personnage à la base stéréotypique, la nounou, comme ça. On allait avoir affaire avec un personnage simple, stéréotypé, comme ça, et puis on voit ce personnage gagner corps. Dire comme ça, il va se former devant nous. Et ça, c'est important. Et à la fin du cours aujourd'hui, je vais parler un peu des théories d'analyse, parce que j'ai téléchargé quelques documents qui nous seront intéressants pour cette discussion. Voilà, donc, quand on pense la nounou, ça nous fait penser à un personnage stéréotypé. Et quand on parle de personnage stéréotypé, l'idée, c'est que ce personnage ne se développe pas. Il va être du début à la fin le même. Mais ce n'est pas le cas de Louise. On apprend un peu plus et elle se complexifie tout au long de l'histoire. Donc, on part d'un personnage archétype ou stéréotypique et on finit avec un personnage complexe psychologiquement parlant. D'accord? Donc, ce que Suzanne nous dit ici, c'est que Leila Slimani a compris que les nounous sont des personnages au potentiel romanesque incontestable. Elle a réussi à transformer un personnage simple dans un personnage complexe. Récemment, c'est drôle ce que je vais te dire, j'ai oublié comment on dit mordomo en français. Souvenez-vous comment on dit? Serviteur? Je ne sais pas. À cause de Jules Verne, mais je me souviens qu'il parle passe-partout, mais c'est une autre chose. Mais dans quelques fois, il dit serviteur. Serviteur. Ou majordome, professeur. Ah, majordome. Ouais. Ouais, j'allais chercher ici. Je peux encore les faire, juste pour confirmer, mais je crois que c'est bien ça. Majordome ou intendant. I-N-T-E-N-D-A-N. Mais le premier, c'est majordome. C'est plus courant, majordome. C'est juste un exemple que je vous donne parce que récemment, j'étais
à la maternité et on regardait la télé et c'était la telenovela, j'oubliais le titre, et avait le majordome Claude. C'est un personnage de Marcel Serrado. En fait, c'est une reprise de cette telenovela. Et c'était un personnage... Non? Fine estampe. Voilà. En fait, j'utilise cet exemple pour vous montrer comment un personnage peut-être simple, qui manque de profondeur psychologique, j'ai dit archétypiquement. Donc, normalement, les majordomes, c'est quelqu'un qui vient, qui sert les gens et qui s'en va. Et le personnage de Marcel Serrado, Claude, il a pris tellement d'ampleur qu'il a reçu après un film. Il est devenu, ou il a eu un film pour parler un peu plus de lui. Là, je ne sais pas si je me trompe, mais c'était un film ou une pièce de théâtre. Donc, vous voyez comment ce genre de choses, ça peut arriver. Ce genre de choses peut arriver ou peut prendre place. Un personnage, ça dépend comment on dit ça? Spinning. Comment on dit ça dans le cinéma aujourd'hui? Spin-off. Spin-off, merci. Et c'est plus ou moins avec ce qui s'est passé. C'est pas exactement la même chose, mais quand ce qu'on voit dans ce genre de films Marvel, etc. aujourd'hui, oui, il y a une stratégie pour vendre un peu plus, mais le résultat esthétique, c'est que nous avons des personnages qui gagnent de l'ampleur, d'importance, etc. Et cela n'est pas une nouveauté parce que on ne va pas voir dans ce cours de roman, mais Balzac, il le faisait avec ses œuvres, avec son œuvre romanesque autour de la comédie humaine. Nous avons des personnages, ils sont des personnages secondaires dans un roman, et dans un autre roman plus tard, ils deviennent le personnage principal. Donc, ce n'est pas une nouveauté, on va voir ce genre de choses. Donc, je reviens au texte ici, potentiel romanesque incontestable. Avec une grande finesse sociale, pardon, je vais vérifier ici parce que j'ai vu qu'il y a d'autres majordomes, oui, film, prof et clos 1 et 2. D'accord. Avec une grande finesse sociale, Leila Slimani définit ses personnages par ce qu'ils font plutôt par ce qu'ils disent. Elle montre une étrangère faire son nid dans une famille de bobos parisiens qui n'est pas la sienne et livre un presque huis clos au parfum des thrillers. Donc, presque. Ouais, ils sont renfermés, cette idée de huis clos. Je ne sais pas comment on peut traduire huis clos, mais Jean-Paul Sartre, il a une pièce de théâtre dont le titre est huis clos. On traduit comme entre quatre paredes. Mais c'est cette idée d'être renfermé dans un espace clos. Voilà. Donc, ils sont tous renfermés dans cet espace, dans cette ambiance de l'appartement, plus ou moins. Et ici, ce qui est remarquable, c'est cette partie-là. Slimani définit ces personnages par ce qu'ils font plutôt par ce qu'ils disent. Donc, c'est une façon aussi, un indice donné par la journaliste pour nous aider si on veut analyser les personnages, par exemple, de ce roman. Comment analyser ces personnages? C'est plutôt parce qu'ils font, par ce qu'ils font que par ce qu'ils disent. Un peu plus
en bas, nous avons ici la place des nounous est également sondée. Ces femmes endossent les rôles de mère, mais demeurent des étrangères. L'intimité sans la familiarité. Ce qu'elle a ici, c'est plus ou moins une des questions posées dans l'exercice. Moi, j'avais dit l'amour rémunéré. Ouais. Donc, les nounous, elles prennent un rôle de mère, mais elles sont toujours des étrangères dans la famille. Donc, elles ont une intimité dans la famille, mais sans la familiarité, sans être de la famille ici. Donc, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour faire penser à l'œuvre. Je ne vais pas tout lire. Je vais mettre ces documents dans le fichier des archives. Vous pouvez le lire après. Je vais juste voir ce qui est intéressant ici, sans tout discuter. L'emmène en vacances, la garde pour le dîner, ne lui laisse pas la possibilité d'émettre une opinion. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, elle est toujours là, mais elle n'a pas le droit à une opinion. Je crois que c'est Juliane qui avait mis, je ne sais pas si c'était Juliana, qui avait mis ici, oui, c'était une sorte de crime passionnel. Et j'aime bien l'expression utilisée ici de violence pulsionnelle. Parce que c'est plutôt un terme de la psychanalyse, cette idée de la pulsion. C'est quelque chose peut-être de l'ordre de l'irrationnel, une force de l'ordre de l'irrationnel qui pousse Louise au meurtre, à assassiner les enfants. Ça reste toujours la violence, mais peut-être cela n'est pas un crime prémédité. C'est une question à poser, c'est une question à penser. Si elle a prémédité ces crimes ou pas, si c'est de l'ordre de la violence pulsionnelle, on va se poser la question sur sa culpabilité complète et irrestricte. On aurait pu dire un peu comme ça. C'est différent du cas du goleiro Bruno, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que les crimes de Bruno a été tout à fait pensé, élaboré, réfléchi. Ils ont attiré Élise pour venir, je ne sais pas si pour la donner de l'argent, et puis elle a été prise en otage et après assassinée. Donc c'est différent, ce n'est pas l'action d'une pulsion momentanée. D'accord? Ça, c'est intéressant. La dépendance devient toxique. Aussi, cette idée de... Professeur. Oui. Je me suis souvenue de l'histoire qu'on pourrait faire un rapport, l'histoire de l'enfant à Maceió qui est tombé de l'immeuble parce que la nounou, la domestique, est allée faire se promener les chiens et c'est sa patronne qui a gardé l'enfant, mais elle n'a eu aucun, comment je peux dire, aucun souci par sa vie. Donc, oui. c'est vraiment aussi une question sociale parce que nous avons une femme riche qui ne se rend pas compte
qu'elle a une responsabilité sur cet enfant-là, mais elle le voit comme un objet, quelque chose sans importance. C'est le contraire. Oui, je suis d'accord avec toi. Et là, je me demande si dans cet exemple que tu donnes, peut-être la responsabilité de la patronne serait aussi du domaine de la violence pulsionnelle, parce que je ne pense pas qu'elle prémédite ce qu'elle fait. Non, tu vois tout, que mais oui, mais cela pas du tout, mais il y a une manque d'empathie, je sais pas, une manque d'attention, négligence. Négligence, voilà. Soin de négligence, ouais, voilà. Un soin en disant, je peux pas laisser un enfant toute seule dans un comment on dit là, élévateur, ascenseur. Dans un ascenseur, sans surveillance. Oui. Si ma domestique, elle est en bas, en faisant sa responsabilité, et elle a laissé son fils à ma responsabilité, pourquoi je ne peux pas donner les mêmes traitements? C'est ça, peut-être. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, je pense que son action à la patronne est aussi de l'ordre du pulsionnel, mais cela ne retire pas sa responsabilité sur ce qu'elle a fait. Tu vois. Oui, oui. Et légalement, ça change la peine. Je n'ai pas compris. Légalement, ça change la durée de la peine. Ah, ok. Oui, mais aussi pour dire que des choses comme ça peuvent arriver à n'importe qui. Parce qu'elle n'avait pas l'intention, mais quelque chose a déclenché sur elle cette manque de responsabilité. Comme Louise, elle a eu quelque chose qui n'a pas été clair dans les romans. Au moins, j'ai eu cette impression. Une personne si douce a été capable de faire ça dans un moment, comment on dit aujourd'hui, quand ça déclenche, comment on dit ça, mon Dieu? Quand ça clique, quand ça... Il y a un mot en portugais pour démontrer que nos actions, par exemple l'anxiété, il y a des choses qui cliquent sur nous et que ça déclenche l'anxiété. Os gatilhos. Ah oui. Voilà. Oui, déclencheur. En français, déclencheur. Déclencheur, voilà. Donc, on est tous passibles de faire, peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas dire qu'on est tous des gens mauvais, mais il y a des choses qui peuvent nous arriver et déclencher quelque chose. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je cherche ici. Oui, c'est une référence un peu ancienne, plus ou moins ancienne, mais on utilisait assez souvent l'idée d'un film de Michael Douglas, Um Dia de Fúria, qu'on avait tous un dia de fúria, un jour de furie. C'est la scène au français. McDonald's. Oui. La scène au McDonald's, moi, j'ai déjà envie de faire ça. Et en français, nous avons une expression qui s'appelle péter un câble. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Péter un câble. Non? Oui, moi, j'ai déjà entendu parler. Oui. Et l'expression de péter un câble, c'est
comme estourar fusível. Ouais. Mais en français, c'est construit avec péter. Ça a plusieurs sens pour le verbe péter. Et câble, exploser. Oui, exploser. Voilà. Ou une fuite de gaz. Et câble comme cette idée pas de fusível, mas quand il y a un court-circuit. Ouais. Arrebentar, estourar. Non, oui, mais l'idée de péter un câble dans ce sens, c'est par exemple des courts-circuits. Ah, ok, d'accord. Ouais. Par exemple, récemment ici, ma machine à laver, on avait un adaptateur qui n'était pas très juste et ça fait chauffer le câble. Et Anna, ma copine, elle a senti l'odeur de brûlure et on a vu qu'il y avait un problème avec la machine à laver. Donc, on n'est pas arrivé au niveau de péter les câbles, mais il a vraiment chauffé, l'adaptateur a commencé à fondre. Ouais. Donc, voilà. Je reviens ici au texte. Laisse voir ce qui nous intéresse encore. La dépendance devient toxique, c'est là où je me suis arrêté. Et je reviens à ce que Juliana a dit Louise ne voulait pas quitter la famille. Elle voulait un enfant pour avoir un motif de rester dans la famille. Mais la famille aussi, en quelque sorte, avait une dépendance de Louise. Ils n'arrivaient pas à la dispenser, comment je peux dire, à la virer, licencier, on peut dire. Le verbe licencier était ici dans le même paragraphe. Ils n'osaient pas licencier Louise parce qu'ils avaient cette dépendance, parce que c'était commode aussi. Ouais, mais la dépendance était toxique, ou elle devient toxique des deux côtés, ouais, des patrons et de la nounou. Et tout en bas ici, le désespoir grandissant de Louise distillé par flashback, dévoilant la densité de ce personnage mystérieux. Je disais tout au début, la nounou serait un personnage stéréotypique par excellence, on va dire dans la tradition littéraire et cinématographique. Par contre, dans ces romans, elle gagne à densité psychologique. Ça, c'est important. Et puis, laisse voir. Oui, le dernier paragraphe, large détail pertinent et la construction par petites touches. Petites touches ici, vamos dizer assim, pequenas pinceladas, né? Pequenos toques de personnages terriblement crédibles caractérisent la plume de Leila Slimani. Less is more, dialogue, description, introspection, n'est en trop, pardon, tout est distillé avec parcimonie. Louise conserve son terrible mystère. Donc, pour l'analyse, vous voyez qu'ici, elle lance les idées, mais elle ne développe pas ces idées. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre dans la dissertation. D'accord? Pour vous, vous devez choisir un seul aspect et le développer. Ici, comme il s'agit d'une critique journalistique, elle lance les idées et elle passe à l'idée suivante. Dans la critique ou dans l'exercice analytique qu'on fait à l'université, c'est le contraire. On va suivre une seule idée, mais on va
entrer en profondeur dans cet aspect analysé. Voilà, donc, c'est ça. Et je passe à ce texte à côté, ici. Vous avez des questions? Vous voulez ajouter quelque chose de plus? Prof, j'ai levé ma main. C'est Anna ici. Voilà. C'est juste par rapport à cette question de commencer une idée d'auteur, commencer une idée et ne pas laisser tout très clair. Je crois que c'est à cause aussi d'une chose que j'ai bien pensé quand j'étais en train de réfléchir sur l'interview de Slimani, parce que on a parlé au début de cette question par rapport à le point de vue de l'auteur de sa propre œuvre, mais aussi l'importance de point de vue des lecteurs en général. J'ai eu un débat avec un professeur, ça fait quelques années, et par rapport à cette importance de bagage, de lecteur que le lecteur apporte à la lecture. Et donc, je crois que cet petit morceau, ces espaces je ne parle pas juste de Slimani et de chansons douces, mais de toutes les œuvres qui utilisent cette méthode, je ne sais pas, pour créer un narratif, pour créer un récit, mais c'est de permettre peut-être pour laisser les espaces pour les lecteurs remplir ces espaces avec sa propre expérience, sa propre bagage, parce que peut-être il y a des gens qui pensent que les lecteurs sont nuls, et donc il faut tout à fait il faut que le auteur donne toutes les informations et en considérant les lecteurs nuls. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que ces petits espaces, ces petits morceaux d'informations que les auteurs nous donnent, c'est justement pour que nous, en tant que lecteurs, apportent notre propre bagage, notre propre expérience. Oui. Parce que, comme vous avez dit, chacun va avoir une perspective différente d'un même œuvre, même si on a vu l'auteur parler de cette œuvre, comme on a vu ici aujourd'hui avec Danielle, elle a dit de façon de côté psychologique, plutôt psychologique, et même donc on doit penser que l'auteur n'est pas le propriétaire de l'œuvre. Il veut. On peut aussi, vous avez dit aussi, nous avons la liberté en tant que lecteur. Vous savez, et c'est donc juste cette question, pourquoi il laisse ces espaces, ces questions répondues. À mon avis, c'est justement pour ça, pour que le lecteur crée son propre rapport avec l'œuvre. C'est ça? Oui. Oui, en fait, c'est quelque chose que se développe peu à peu au long de l'histoire du roman. Le cas, par exemple, de Balzac, assez souvent, il commence avec une description, un portrait de personnage. Donc, nous avons une description minutieuse de personnages avant de passer à l'action. Donc, quand on commence l'action dans certains romans de Balzac, on sait déjà qui sont les personnages. On les connaît déjà parce que l'auteur nous a donné un portrait du personnage. Vous voyez? Et oui, ici, on connaît Louise plus ou moins, on connaît Louise peu à peu, plus ou moins comme les autres personnages. Et en fait,
comment je peux dire, dans la vie réelle, c'est plus ou moins comme ça qu'on connaît les gens, à partir de certains éléments de leur vie. C'est intéressant de voir, ce n'est pas par hasard que nous avons des désillusions amoureuses, parce que assez souvent, on projette une idée de la personne aimée et peu à peu, on connaît la personne. Ouais. Et la personne qu'on connaît peu à peu ne correspond pas. Voilà. La personne ne correspond pas à l'idée qu'on a créée préalablement, avant. Ouais. Et dans ce genre de romans qui nous trace un portrait de certains personnages, nous avons besoin de l'action, mais d'une certaine façon, on peut même préméditer leur action parce qu'on connaît leur caractère ou leur personnalité. Et ici, on sait de quoi Louise est capable dès le début du roman. Mais c'est peu à peu qu'on va comprendre, qu'on va apprendre pourquoi elle est arrivée à faire telle action, par exemple. Mais vous voyez que on aurait pu même apprendre à la fin du roman que Myriam aurait donné un motif. Par exemple, humilier Louise, et donc elle s'est vengée contre les enfants. Ce n'est pas le cas. Là, je vous donne que c'était possible d'avoir une histoire, oui, hypothétique comme ça. Ouais. On connaît la fin, le résultat, mais il fallait attendre jusqu'à la fin du roman pour comprendre les raisons. Et les raisons auraient pu une vengeance, par exemple. C'est possible. Donc, il y a un peu ça peut-être, comme je disais, peut-être dans l'histoire du roman, on arrive, ça c'est quelque chose, vous voyez, on va travailler certains romans ici ensemble, mais je n'ai pas eu ce genre de réflexion sur tous les romans qu'on va travailler ici. Donc, c'est quelque chose que peut-être on peut faire ce genre de comparaison tout au long du semestre et voir si c'est une trace des romans contemporains. Ouais, de nous présenter les personnages peu à peu. Et c'est intéressant quand on pense, je fais ce parallèle avec la vie réelle. On ne connaît pas les gens complètement dès les débuts. Et en fait, on est tout le temps en train de connaître les gens. Ouais. On est toujours surpris, ou on peut être toujours surpris des actions des gens. Et c'est drôle, quelque chose qu'on on voit les gens dire assez souvent dans les conversations, comme ça, moi je suis une personne que blablabla. D'une certaine façon, ce qu'on fait là, c'est de tracer un autoportrait pour nous présenter à l'autre. On n'a pas besoin, et vous voyez que même ces portraits qu'on trace, cet autoportrait qu'on trace, il peut être la projection de la vision, de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et les autres, peut-être, ne nous voient pas pareil, de la même façon. Ouais. Je vous donne, par exemple, j'ai travaillé dans une école de langue à Belo Horizonte et assez souvent, je rentrais au centre-ville avec les patrons de l'école.
Et moi, je donnais des cours de français dans cette école et j'avais une copine de la fac qui était prof d'anglais là-bas. Et nous avons été colocataires aussi, cette copine et moi. On a partagé un appartement un an et demi. Et la patronne de l'école, une fois, a dit à cette copine, elle parlait de moi, elle a dit, Daniel est quelqu'un de très calme, de très tranquille. Et cette copine a dit, pas du tout, il est hyperactif. Et en fait, c'était deux visions contraires de deux personnes qui me connaissaient, mais elles me connaissaient dans des ambiances différentes, dans des espaces différents. Une me connaissait dans l'intimité et l'autre le professionnel. Donc, elles avaient des opinions différentes. Peut-être j'étais les deux, la personne tranquille et hyperactive en même temps. Donc, vous voyez que ça dépend aussi de comment on expérimente, on expériencie, expériencier, je pense que ça n'existe pas en français, mais on expérimente la connaissance de l'autre. Donc, les portraits qu'on va créer de l'autre, ça dépend de la cohabitation. Et dans les romans, évidemment, à partir de la lecture et à partir des bribes cacus, que l'auteur nous donne de la personnalité du personnage. Ça va? Oui, ça va, je suis complètement d'accord. D'accord. Donc, on continue ici. Je vais juste voir ce qui nous intéresse de ce texte-là parce que nous avons une vingtaine de pages d'interview ici. Non, ça va. Non, ça va. Rien à commenter ici. Oui, elle va dire, non, ici, ça va répéter un peu. La relation entre les enfants, la nounou et la mère, c'est extrêmement banal. Et le défi, en fait, de Leila Slimani ici, c'est de trouver un rythme narratif pour une histoire qui aurait pu être assez répétitive. Ouais. Voilà. Ah, ici, tout en bas, 2 secondes parce qu'on sonne ici. Je vais répondre parce que ma copine, elle est en train de donner un cours dans la chambre à côté. Je reviens dans 2 secondes. Pardon. Pardon, je m'excuse. C'est un ventilateur qui vient d'être livré. Voilà. Donc, ici, tout en bas de la page, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'elle fait une référence à Modiano et je commente pour ceux qui vont travailler avec Dora Bruder dans la dissertation. Elle dit ici, parce qu'il parle de Paris, il pose la question sur son expérience de Paris. Et elle dit qu'elle a, comme elle n'est pas parisienne, elle a cette expérience littéraire de la ville de Paris. Et elle dira ici, donc, moi-même, quand j'écris sur Paris, j'ai envie de m'inscrire dans cette ligne parce que je trouve extraordinaire le fait que Paris soit une ville totalement habitée par le roman. Elle est habitée par Modiano.
ce rapport de la ville, la présence de la ville dans le roman aussi. Ça, c'est intéressant. Ici, il y a cet extrait sur la lutte des classes dans les romans. Mais je ne vais pas commenter, je crois que nous avons déjà beaucoup commenté. Non, ça va. Ah oui, ici, il y a quelque chose d'intéressant dans cet extrait. Je zoome encore. Parce qu'elle va parler de la psychologie des enfants. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien commenté. Et elle dira ici, tout en haut, « Or, je pense que les enfants, à partir d'un certain âge, et notamment celui de la petite fille, Mila, ont des rapports psychologiques très complexes avec l'autre et sont capables de comprendre les rapports de pouvoir, sont capables parfois de manipuler. » Et puis elle continue, et puis les enfants ne cherchent pas forcément des relations simples ou claires. Voilà, la nounou n'est pas, ici elle parle de Louise, la nounou. D'accord, bienvenue Josmar. La nounou n'est pas du tout dans l'abêtissement. Abêtissement, c'est de rendre l'autre bête, bobo. Ouais, je ne sais pas comment traduire ça, mais de faire de l'autre bête. Ouais. La nounou n'est pas du tout dans l'abêtissement. Elle leur raconte des histoires très complexes. Il y a quelqu'un avec le micro ouvert, je ne sais pas qui. Vérifiez vos micros. Elle leur raconte des histoires très complexes. Elle joue avec eux à des parties de cache-cache très ambiguës, très effrayantes, mais les enfants aiment ça. Les enfants aiment avoir peur. Et c'était aussi le sentiment que je voulais essayer de raconter, cette espèce d'attraction que nous, adultes, avons oublié pour le côté sombre, pour les sorcières, pour l'ogre. Elle parle de l'ogre ici parce que son premier roman, c'est le jardin, dans les jardins des ogres, ou dans les jardins de l'ogre, quelque chose comme ça. Mais elle parle ici un peu de cette complexité, de cette attirance que les enfants ont pour des choses complexes et parfois effrayantes qui causent la peur. D'accord? Donc, ici, c'est intéressant parce qu'au niveau de la psychologie des enfants, elle nous pousse un peu plus loin. Les enfants ne sont pas des petites bêtes, ne sont pas des êtres simples sans profondeur psychologique. Ouais. Ils sont capables aussi de manipuler les gens. Ça, c'était un aspect qu'on n'a pas commenté avant. J'avance ici, voir ce qu'il y a encore d'intéressant. Ici, vous voyez, ça va zoomer, encore, et encore. Voilà. Ce qu'elle dira. Elle parle de quelqu'un qui, parce qu'en fait, elle explique ici dans cette interview, son premier livre, le premier livre qu'elle a présenté à une maison d'édition a été refusé. Et puis, elle est allée faire un cours d'écriture littéraire dans la maison d'édition Gallimard. Et donc, son premier roman publié n'est pas son premier roman écrit. Et puis, elle dit ici, elle raconte un conseil
que la personne qui a donné le cours, qui a offert le cours, lui a donné. Et elle dit ici, il m'a dit des choses très simples, par exemple, de savoir faire la différence entre une situation et un événement dans un roman. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que situation où, en fait, l'événement, c'est... Je ne sais pas si vous avez une lecture récente ou une lecture critique de Clarice Lispector, par exemple, parce que assez souvent, on parle de la présence de l'épiphanie dans ces contes. Et l'épiphanie, c'est un événement qui change la direction, le cours des choses qui se passaient, parfois répétitivement. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est, et puis elle continue ici, si vous passez votre temps à décrire des situations, les romans ne marcheront jamais parce que rien ne va s'y produire. Parce que des situations, ce sont, on va dire, des panoramas, des scènes courantes. Cela n'a rien d'extraordinaire. C'est la vie courante de tous les jours. Notre vie chiante, notre vie banale, notre vie de tous les jours. Les 30 ans, comme on dit. La répétition de tous les jours. Donc, elle continue. Il faut tout le temps être en mesure de distinguer. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Je raconte une situation où je suis capable de construire des événements et donc de faire avancer les romans. Raconter des situations, c'est souvent simple, mais raconter des événements. Elle n'explique pas exactement ce qui est un événement et ce qui est une situation. Mais on peut comprendre ici, faire une inférence que l'événement, c'est quelque chose qui change la direction des faits. Et c'est ça qu'il faut raconter. Au moins, pas tout le temps dans les romans, mais quand même, il faut avoir des événements dans les romans justement pour faire du roman quelque chose d'intéressant. On arrive presque à la fin. Oui, vas-y. C'est juste une question. C'est la parole de Slimani m'a rappelé un cours de réalisme que j'ai eu avec prof Laura. Elle a parlé un peu de ça, de sa question de trop décrire les scènes, les événements en faisant cette différence. On a lu un texte, un livre de Lukács, quand il parle de la question de la théorie du roman. Un peu, oui, il parle un peu de ça, de sa question de quand on décrit beaucoup la scène en situation, comme Slimani dit, en situation dans un roman, ça semble qu'il ne marche pas. Donc, Ana Laura a nous donné même un exemple de Anna Karenina que je me rappelle maintenant de cette question. Et parce que l'auteur, Tolstoï, il a, comme je peux dire, vraiment une touche spéciale qui décrit un passage, en scène, en situation qui peut sembler un peu comme encore, une fois, Slimani a dit aussi, des choses banales, mais il donne un ton, un rythme, comme je peux dire, il y a un sens pour cela, pour cette scène dans l'œuvre. Et donc, je crois que cette distinction, c'est par rapport à cette ton, le goût que l'auteur a dans sa propre tête pour le récit, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Parce qu'on va dire que
cette situation serait la peinture banale de tous les jours. Ouais. Ouais. Et l'événement, c'est le fait extraordinaire qui arrive et change tout. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et ici, oui, je vis ici, Lorena m'a demandé de partager ces documents. Je vais les mettre. Je crois que ce n'est pas très organisé dans les archives. Je vais faire un fichier pour Leila Slimani et je mets le roman et ces documents-là, ces articles. D'accord? Et ici, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'elle est admiratrice de Tchekhov et elle dit qu'elle a appris avec Tchekhov que tout ce que tu mets dans les romans doit avoir un sens après. Donc, tu ne peux pas apporter des informations et après, ça reste comme ça. Ouais. Parce que les romans, c'est une réalité découpée, on va dire. La réalité, de fait, la réalité elle-même, il y a plein d'informations, des informations qui ne sont pas intéressantes pour notre vie. Mais pour le roman, tout ce qui est dans les romans doit être significatif, doit avoir un sens. Donc, l'exemple qu'elle donne ici, c'est si tu parles d'un fusil au début du roman, à la fin, tu dois utiliser ces fusils quelque part. Ouais. Vous voyez, par exemple, là, je ne me souviens pas très bien, mais l'ordre des événements. Mais Louise tue les enfants en utilisant un couteau japonais qu'un ami a offert à Paul. Et je ne sais pas si cette information je crois qu'elle vient après, quand on essaye de comprendre l'événement, l'assassinat. Et parce que, en fait, c'est l'enquête de la commissaire quand elle demande si elle avait prémédité ou pas l'assassinat. Et on découvre qu'elle a assassiné les enfants en utilisant un couteau bien aigu que Paul avait caché dans un placard. Donc, elle a trouvé ce couteau et elle l'a utilisé. Et peut-être ça serait un signe qu'elle n'a pas prémédité l'assassinat. Parce que c'était un couteau de l'appartement. Elle n'a pas apporté une arme de chez elle, par exemple. Donc, ces informations-là sont importantes parce que l'écrivain, s'il commence à nous donner des informations sans liaison, sans rapport avec les faits, avec les événements, ça peut être fatigant et ça peut nous laisser un peu perdus. Donc, ça, c'est le roman est une réalité avec peu d'informations, mais ces informations doivent avoir du sens. C'est son opinion. Peut-être on peut retrouver d'autres écrivains qui n'ont pas la même idée. Ouais. Ici, elle fait une autre réflexion, mais ici, c'est plutôt sur sa propre vie. Et je pense que c'est bon parce que jusqu'à la fin, maintenant, elle va parler plutôt de son expérience personnelle et pas du roman Chanson douce. Ouais, c'est la raison pour laquelle aussi je n'ai pas souligné d'autres choses. Je pense que c'est bon. Oui, voilà, on est arrivé à la fin. Et ici, elle va donner un peu, comment je peux dire, ses sources d'inspiration. Et oui, Ingrid, je sais, en fait, on a dépassé
l'horaire, je m'excuse. Les conseils, c'est de ne pas faire des cours trop longs. Et je suis désolé, nous sommes allés dans le flux de la conversation ici. Ça va faire 2 heures de débat. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué quand même. Passons aux choses importantes, juste pour finir. Donc, pour la problématique de la dissertation, je vais faire une vidéo cet après-midi en expliquant ce qui est la problématique pour vous aider avec la problématique. Mais vous avez jusqu'au mercredi de la semaine prochaine pour me rendre la problématique. Et maintenant, je vais finir ici cet appel, cette réunion, et je vais changer la date de l'exercice sur chanson douce. Donc, je vais vous donner jusqu'à samedi soir, comme j'ai fait avec l'autre exercice. Donc, vous aurez encore quelques jours pour finir cet exercice. Et voilà. Moi, je comptais discuter un peu ces 4 questions de la deuxième activité sur chanson douce, mais je vous laisse discuter par écrit et si nous avons besoin, on peut reparler le prochain cours. Donc, aujourd'hui, on finit la discussion des chansons douces et je vous demande de commencer déjà à avancer dans la lecture de Soumission de Michel Houellebecq. J'ai vu que vous commencez à partager des interviews, ses opinions, des choses comme ça. C'est un écrivain polémique. Ce sera intéressant, le débat à propos de lui. Et quoi d'autre? Ah oui, je vais changer ici le partage d'écran. Je vais vous montrer une chose rapidement avant de finir. Deux secondes. En fait, parce que en fait, je m'inquiétais un peu par rapport à la théorie du roman. Et en fait, moi, je vais entrer dans certains noms importants de la théorie du roman, mais c'est compliqué de vous faire lire ça pendant les cours, surtout parce que ce sont des œuvres longues et parfois complexes. Et en fait, j'ai réussi à télécharger cette collection Princípios. Et nous avons ici le personnage, espaço e romance, tout ça en portugais. O enredo, como analisar narrativas, foco narrativo, et puis ça c'est pour la poésie. Donc nous avons foco narrativo, como analisar narrativas, enredo, espaço e romance, e a personagem. Donc, je vais vous passer, je vais vous transmettre, je vais partager avec vous ces livres-là de cette collection, Princípios, pour vous aider à entrer dans la théorie de l'analyse du roman. D'accord? Et comme c'est en portugais, vous pouvez faire une lecture rapide de ces œuvres-là et je vous demande de lire une œuvre et on commente après. D'accord? Donc, c'est ça. Je finis. Ça va faire 2 heures. Vous avez des questions à me poser ou pas? Non, c'est bon, prof. C'est plus que bon. Tu ne peux pas oublier de mettre ces archives sur le Teams, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Je voulais tous ces livres-là.
Nous Ouais. voulons Donc, tous ces archives, s'il vous plaît. Je vais faire ça. Je vais faire un fichier pour ces livres de la collection Disciples. Un autre chose. Mais je vais faire aussi un autre fichier avec les livres, je vais dire, canoniques de la théorie du roman. Genre Lukács, Lucien Goldman, peut-être Roland Barthes, je ne sais pas, etc. D'accord? D'accord. Pour d'autres choses, Okay. c'est une suggestion. Pour le prochain roman, soumission, vous pouvez enregistrer une vidéo pour faire une petite introduction pour nous aider, s'il vous plaît. Parce que Oui. je pense que quelques collègues ont beaucoup de difficultés avec ces romans-là à cause de le genre. C'est un peu de terror. Pour quelques élèves, je ne vais pas citer le nom, mais elle m'a dit qu'elle a un sentiment mal. Elle se sent mal lire quelque chose avec ça. Je peux faire une introduction. D'accord? C'est seulement une suggestion. D'accord. Ça t'arrive quand on lit de Michel Houellebecq. Oui. Tu veux dire une introduction au roman, pas à l'auteur. Oui, exactement. Une introduction au roman, pas à l'auteur. Après, tu vas faire ça. D'accord? Ensemble avec nous. D'accord. OK. Donc, merci beaucoup pour ces cours. C'est bon pour aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on n'aura pas cours. On aura cours d'ici 2 semaines. Mais je vous envoie une vidéo, un cours vidéo avant le prochain cours synchronique. Synchrone. D'accord? D'accord. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci, prof. À vous aussi. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne semaine à tous. Merci. Au revoir, Jobim. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout le monde pour la félicitation de mon anniversaire. Au revoir. Ah oui. Au revoir. Gros bisous, Lorena. Merci. Alors, au revoir.